Bonjour à toutes et à tous. Le webinaire va bientôt commencer. Il nous reste encore quelques secondes pour accueillir tout le monde. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. C'est très bien. Écoutez, il est 17 heures. Je propose de démarrer pile poil, on est à l'heure. Donc aujourd'hui, une extension de notre série de webinaires qui a eu beaucoup de succès puisque vous étiez plus de 300 à vous inscrire à notre série depuis qu'on a démarré il y a maintenant quelques semaines. Cycle de webinaires spécial Covid-19. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet important, le SEO. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, ou comment optimiser votre visibilité sur Google sans avoir à payer Google. Ça, c'est en général, les clients aiment bien ça. Comment être visible sur Google sans avoir à payer Google. Alors pour traiter ce sujet-là, j'ai deux experts qui m'accompagnent. Gabor Marcus, qui est en Suisse. Bonjour Gabor, tu vas bien? Bonjour Gilles, bonjour Olivier, je vais très bien, merci. Bonjour tout le monde. Et à ma droite, j'ai Olivier Alotio qui est à Marseille. Bonjour Olivier, tu vas bien toi aussi? Salut Gilles, salut Ouais. Gabor. Bon, voilà, donc je sais que vous avez préparé un super document et je sais que vous avez hâte de nous présenter tout ça. Je te laisse la parole, Gabor, et j'interviendrai uniquement lorsqu'il y a des petites interventions techniques, type sondage ou autre à faire. Je vous laisse. Gabor, tu as la main. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, avant de démarrer ce webinaire, je voudrais juste vous rappeler quelques règles pour les webinaires. Donc, par défaut, les lignes de tous les participants sont en sourdine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la petite chat box que vous avez en bas à droite de votre écran. On aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire, au bout de 45-50 minutes. Ce webinaire est enregistré. On vous enverra le lien ainsi que la présentation par email, c'est-à-dire que la personne qui vous a invité vous fera parvenir toutes ces informations. Si vous avez un souci d'audio, il y a deux solutions. La première, c'est soit vous utilisez le téléphone et vous composez un des numéros qui est mentionné ici. Donc, on a un numéro pour la France, un numéro pour le Luxembourg, un pour la Suisse. Ou l'autre alternative, c'est de passer dans le mode réglage, passer en mode téléphone et puis revenir en mode ordinateur. Et logiquement, ça devrait régler tous les petits soucis. Maintenant, je passe la parole à Olivier qui va nous présenter WSI. Merci Gabor. WSI, rapidement, c'est un réseau international d'agences digitales qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années. Et notre mission chez WSI, c'est modestement d'essayer les entrepreneurs à développer leur visibilité en utilisant Internet et les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant dans cette notion de réseau, c'est qu'on a une présence qui est internationale. Du coup, on a des partenariats avec les plus gros éditeurs du web et ils aiment bien discuter avec nous parce qu'on est capable de leur remonter de la data, de l'information sur l'ensemble des pays. Et ça, c'est effectivement intéressant pour ces gros éditeurs, mais c'est également intéressant pour nos clients puisqu'on se nourrit de ça. Et vous allez voir d'ailleurs dans ce webinaire quelques exemples. Alors moi, je suis Olivier Alotio et je travaille donc dans l'agence WSI à Marseille. Donc j'ai mes clients principalement dans les Bouches-du-Rhône et mon excellent confrère Gabor se trouve en Suisse. Gabor, je te laisse te présenter rapidement. Alors, Gabor, c'est mon prénom, Marcus, c'est mon nom de famille. 99% des gens, 99% des gens généralement se trompent, c'est pas un souci. Moi, j'ai lancé mon agence WSI à Genève en 2017, ça fait plus de 3 ans maintenant. Ma passion, c'est d'aider les entrepreneurs. Je suis un entrepreneur au service des autres entrepreneurs et j'adore le digital. Alors, on essaye de trouver comment adapter leur modèle d'affaires pour utiliser au mieux le digital et booster les ventes. Ça a été démontré pendant cette période de Covid que le digital était critique, voire stratégique. Et à part ça, je transmets ma passion aussi en enseignant à la haute école de gestion ici, à des jeunes, bachelors ou à des adultes. Demain, je donnerai un cours à des adultes. Et finalement, je suis le co-auteur du livre Digital Minds que Gilles vous présentera à la fin, qui a été lancé la fin de l'année dernière en anglais. Et nous sommes en train de faire une traduction en français. Ouais, je te laisse dérouler Gabor. Donc on va parler SEO et on voulait vraiment faire un focus sur quelques points qui nous semblent importants. On sort, même on n'a pas encore fini d'en sortir d'une période qui est quand même très particulière. Et nous, ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, il y a eu des changements de comportement, il y a des habitudes qui ont été prises et ça a un impact direct sur le marché, sur vos marchés, sur nos clients. Donc, ce qu'on voulait partager avec vous. Vous allez voir également dans cette présentation
que qui dit crise dit opportunité et que le SEO, à ce jour, c'est, à notre sens, une opportunité sans précédent pour les entreprises, les PME, de pouvoir se positionner. Et puis, on finira ce webinaire avec quelques conseils, quelques astuces que vous pourriez mettre en pratique tout de suite dans vos entreprises pour, dès demain, démarrer, augmenter la visibilité de votre activité. On finira cette session, Gabor, par si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. En tout cas, on essaiera d'y répondre. Et je crois qu'on va démarrer par un sondage, si je ne m'abuse tout de suite. Gilles, tu peux le lancer peut-être? Alors, ce sondage demande est-ce que vous avez déjà optimisé votre visibilité sur les moteurs de recherche? Et vous avez 2 ou 3 réponses, oui, non ou je ne sais pas. Donc, on va laisser quelques secondes. Alors, ça commence à bien répondre. Là. Les gens ont compris comment cliquer. C'est très simple. Hein. Vous cliquez sur l'image directement. Et on a déjà un score qui se dégage, une tendance forte. Vous êtes 63% à avoir voté. On va vous laisser encore quelques secondes. Bon, allez, on va arrêter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je vais faire le sondage et je partage les résultats. Voilà. Donc, Gabor, je te laisse interpréter ces résultats. La tendance est très claire, c'est que la majorité, ou la moitié optimise déjà sa présence sur les moteurs de recherche, tandis qu'il y a un tiers qui ne le fait pas et il y a un cinquième qui ne le savent pas. Donc moitié-moitié. On reposera la question peut-être en fin de présentation pour voir comment ça va évoluer ces tendances. La prochaine diapositive, elle est pour toi, je crois, Olivier. Oui, donc on voulait partager avec vous, mais on vous mettra le lien si vous le voulez, mais il y a une grosse étude qui a été faite par McKinsey sur la période et l'impact de la période sur le comportement des consommateurs, des clients, des marchés. Effectivement, c'est une période pendant laquelle il y a eu énormément de changements et comme je le disais en préambule, où des habitudes ont été prises. Sur le slide suivant, Gabor, vous allez pouvoir visualiser que suivant les marchés, les types d'activités, il y a aujourd'hui des business qui sont à l'arrêt, il y a des business qui ont du mal à reprendre. Moi, quelque chose qui m'a frappé la semaine dernière, il y a eu une grosse annonce, de la chaîne de distribution Zara, qui est un business qui a toujours bien marché et qui annonce des fermetures massives de magasins. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement, les cartes sont redistribuées. Alors nous, on a plutôt envie de voir ça du bon côté. Ce qui est certain, c'est que ce qui nous était arrivé, le Covid-19, c'est un accélérateur de tendance et qu'aujourd'hui, le digital devient vital, critique pour les entreprises. Alors, si vous avez une activité qui est terrain, avec les mains dans le cambouis toute la journée, c'est très bien. Simplement, il faudra se poser la question à un moment donné, comment, avec le digital et le SEO, c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire, vous allez pouvoir finalement commencer à parler à votre marché, commencer à attirer vers vous des prospects. C'est sûr que si je vais à l'autre bout de l'échelle et que vous avez des business qui sont en ligne, qui sont addictifs, vous êtes du bon côté de la barrière. Mais vous allez voir qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans ce type de business-là, de tout réinventer pour profiter finalement de cette situation-là et faire en sorte que cette crise se transforme en opportunité pour vous. On est convaincu, tu peux enchaîner Gabor si tu veux, chez WSI, qu'encore une fois, le digital, ça devient critique et que surtout, le fossé, mais ça, s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci, que le fossé va se creuser entre les entreprises qui maîtrisent les nouvelles technologies, maîtrisent le digital, et celles qui vont rester finalement dans leurs vieilles habitudes, dans leur mode traditionnel de fonctionnement. Encore une fois, c'est un accélérateur de tendance, et nous, on a de cesse chez WSI d'essayer de dire à nos clients, d'accompagner nos clients pour petit à petit les emmener vers ces changements-là. Ce qui est certain, c'est ce qui était vrai précédemment, ça s'accélère aujourd'hui. Et donc, maîtriser les nouvelles technologies, maîtriser tous ces nouveaux sujets, ça devient critique, vital pour les organisations. Alors, pourquoi aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, Gabor, avec le référencement. Donc, comment vous allez pouvoir aujourd'hui bénéficier du référencement et pourquoi, en tant qu'entreprise, vous avez tout intérêt à considérer le SEO dans votre stratégie. Gabor? Oui, merci Olivier. Alors, pourquoi
le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel durant et après cette période de Covid, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que durant la période de confinement, ben, un des moyens les plus sûrs de garder le contact avec sa clientèle et de trouver de nouveaux prospects, ben, ça passait principalement par le digital, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les emails ou que ce soit sa position sur des moteurs de recherche tels que Google. Et ce qu'on se rend compte maintenant, si dans cette période de déconfinement, ben, c'est qu'il y a ces mesures sanitaires qui imposent une distanciation sociale. C'est quand même un obstacle pour la majorité des business, des entreprises qui ont besoin d'un certain contact physique. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que aujourd'hui, une bonne stratégie commerciale, c'est une stratégie digitale. Ça veut dire qu'il est partiellement physique et partiellement digital, d'où le terme digital. C'est-à-dire que idéalement, on voudrait garder au maximum le contact avec nos clients, avec nos prospects, et aussi, dans la mesure du possible, limiter au maximum ces contacts s'ils ne sont pas nécessaires. Donc la question, c'est de se demander comment j'équilibre mes différentes offres, mes différents moyens de communication avec ma clientèle. Est-ce que je peux digitaliser quelque chose? Est-ce que je peux faire des livraisons à domicile? Ou est-ce que je peux faire du click and pick-up, c'est-à-dire qui commandent en ligne mais qui viennent juste prendre leurs achats en vitrine sans qu'il y ait vraiment de contact? C'est vraiment tout le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on peut réinventer son business model. Et une manière de faire ça, c'est, on voudrait vous lancer 2-3 pistes de réflexion. C'est qu'on s'est rendu compte, c'est par exemple, vous voyez sur la partie droite de l'écran, un outil gratuit de Google qui s'appelle Google Trends, que les termes comme online, c'était des termes qui ont été, des requêtes qui ont été très recherchées sur les moteurs de recherche, en l'occurrence là sur Google, et qui a eu clairement un pic durant le mois de mars à avril, et après que c'est un peu revenu à la normale. Et si vous faites ça pour les mots-clés qui sont, c'est-à-dire les requêtes que vos clients ou que vos prospects pourraient utiliser en ligne, vous apercevrez certainement de la même tendance, c'est que une bonne partie de votre clientèle essaye de trouver de plus en plus d'informations directement en ligne. Et afin de pouvoir profiter de ce marché digital et qui est respectif à votre industrie, ben, une bonne façon de récupérer ça, c'est de faire le référencement naturel, SEO en anglais, car c'est la tactique la plus rentable pour maintenir son business, particulièrement maintenant durant cette période de crise économique. Et pourquoi c'est rentable? On veut juste vous partager cette étude qui date de 2015, qui montre en fait qu'il y a différents types de canaux pour attirer du trafic digital dans votre business, et que bien que l'email, ça soit toujours la manière la plus rentable, c'est-à-dire pour 1 euro, 1 dollar, 1 franc suisse investi, vous pouvez générer environ 40 francs, euros ou dollars de chiffre d'affaires. C'est la fameuse métrique qui s'appelle ROI, Return on Investment, votre rentabilité. Et la deuxième tactique digitale la plus rentable, c'est le SEO, c'est-à-dire comment bien être positionné sur les moteurs de recherche. Et là, les chiffres varient généralement entre 20 et 25, c'est-à-dire pour 1 euro investi, on peut générer entre 20 et 25 euros. Voilà. Je pense que tu voulais nous parler un peu plus de la définition, Olivier. Oui, alors tu as mis le doigt sur quelque chose qui est effectivement très critique. Alors c'est vrai que là, durant ce webinaire, on parle SEO et référencement naturel. Ce qu'il faut bien, si on dézoome un tout petit peu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on met en place une stratégie digitale, une stratégie de visibilité pour son activité, en utilisant le digital et d'autres moyens, c'est très important de réfléchir finalement à l'ensemble des canaux, des supports sur lesquels vous allez devoir vous positionner. Vous avez une question à vous poser. Où sont vos prospects? Où sont vos prospects quand ils cherchent à se renseigner sur vos produits et vos services? Alors, ils sont beaucoup sur Google, mais pas que. On a parlé d'emailing, les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est d'abord bien poser les fondamentaux de la stratégie et on fait un focus aujourd'hui sur le référencement, qui est une technique. Ce n'est pas une baguette magique, c'est une des techniques pour faire en sorte que votre entreprise s'affiche, devienne visible, attractive auprès des gens qui comptent pour votre activité. Alors, pour comprendre, si je devais vous donner une définition du référencement,
il faut repartir et il faut venir à la mission de Google. Finalement, c'est quoi la mission, c'est quoi l'objectif de Google? Google, il a une mission, un objectif, c'est faire en sorte que nous, en tant qu'internautes, on ait la meilleure expérience possible sur le moteur de recherche. Donc, quand on vient sur le moteur de recherche, en général, on y vient pour poser une question. Donc, on le fait tous les jours. On va sur le moteur de recherche. Moi, je dis souvent, mon meilleur ami, c'est Google. Si vous avez une question, n'importe quelle question, vous n'avez pas la réponse, vous allez sur Google, vous tapez la question, et derrière, Google va vous proposer des réponses. Donc, le référencement, c'est ça. Ça consiste finalement à positionner votre site Internet en première page de Google, en tout cas le plus haut possible. Dès lors qu'un internaute va poser une question, par votre contenu, vous allez pouvoir positionner votre entreprise et apporter la réponse. Finalement, on parle beaucoup de moteurs de recherche, mais on pourrait parler de moteurs de réponse. Donc, la mission de Google, c'est celle-là, c'est comme tous les GAFA, c'est proposer la meilleure expérience possible à l'internaute et donc proposer la meilleure réponse à la question que se pose l'internaute. Visuellement, ça donne quoi? Si Gabor, tu peux enchaîner sur le slide suivant parce qu'on fait souvent la confusion. Donc vous allez dans le moteur de recherche, vous allez taper une question et là, Google va vous afficher différentes réponses. Sur le slide, vous voyez, là c'est un exemple sur un voyage, peu importe, je vais taper une question, je vous ai fait un screenshot. Sur la partie du haut, vous voyez, il y a écrit annonce. Annonce, ce sont des entreprises qui ont payé pour être présents tout en haut du moteur de recherche. C'est ce qu'on appelle Google Ads, c'est ce qu'on appelle de la publicité sur Internet, qui reste encore à ce jour une technique très utilisée et très rentable. Le référencement naturel, ce sont les résultats qui vont apparaître en dessous des annonces. D'où cette notion de résultat naturel et cette notion de récupérer finalement du trafic, récupérer de la demande gratuitement. Parce que la différence entre les annonces, c'est payant, c'est-à-dire que si on clique sur l'annonce, là, vous êtes facturé, alors que tout ce qui est en dessous, les résultats naturels, c'est gratuit, puisqu'une fois qu'on est positionné en première page de Google, vous payez plus au clic, les positions, elles sont acquises et elles demeurent. Alors, dans le référencement naturel, il y a 3 grandes dimensions. On va s'attarder sur une aujourd'hui, mais c'est comme une maison. Les fondations, c'est toute la partie technique de votre site Internet. Donc, il y a 3 dimensions. Il y a la partie technique, c'est pas l'objet. Retenez juste que l'idée que la partie technique de votre site Internet, c'est comme les fondations d'une maison, ça pèse pour 10 à 15% du référencement. Deuxième dimension, c'est finalement la popularité de votre site, qui était très importante jusqu'à présent et qui l'est un peu moins parce que les cartes sont rebattues. En gros, c'est votre site, est-ce qu'il est populaire? Est-ce que vous avez d'autres sites sur Internet qui ont des liens et qui pointent vers votre site? Et la dimension principale, c'est le contenu. C'est-à-dire que pour apparaître en première page de Google, vous devez pouvoir produire du contenu pertinent, du contenu de qualité en fonction de ces fameuses questions que vont poser les internautes. Et ça, c'est un vrai champ d'opportunité. Pourquoi? Je voulais quand même qu'on dise un mot de la recherche vocale. La recherche vocale, aujourd'hui, c'est à peu près 20 à 25% des requêtes sur Internet. Et donc, dès lors qu'on pose une question, on va pas poser la question de la même façon si je la pose, la question à l'oral, que si je devais le faire en mettant des mots-clés sur le moteur de recherche. Et donc, Google, ils n'ont pas refait un deuxième moteur de réponse, un deuxième moteur de recherche. Ils gardent le même fonctionnement du moteur de recherche. Et donc, la recherche vocale, ça, c'est vraiment à notre sens, un champ d'opportunité. Ça bouscule un peu les règles parce que ça permet à des sites Internet, même s'ils n'ont pas une grosse popularité, si le contenu il a été fait de manière intelligente, et on va voir après qu'est-ce qu'on entend faire du contenu de manière intelligente, si ce contenu il a été fait de manière intelligente, ça vous permet de vous positionner assez rapidement finalement en haut du moteur de recherche. Donc la recherche vocale, finalement, ça redistribue un peu les cartes et ça permet par du contenu pertinent de pouvoir positionner votre site Internet en première page de Google, dès lors que le moteur de recherche il considère que ce contenu, finalement, il apporte la meilleure réponse à la question de l'internaute. Donc c'est vraiment cette notion de contenu de qualité et de contenu qui, encore une fois, sert la meilleure réponse à la recherche de l'internaute. Alors Gabor, on a observé des changements de comportement pendant le Covid. C'est clair qu'il y a des secteurs d'activité, on est tous impactés, mais de manière plus ou moins différente. Tu voulais nous dire un mot là-dessus. Alors, avec notre réseau de plus de 800 agences dans 80 pays, ça, c'est les principales observations qu'on a fait durant ces derniers temps.
depuis que le Covid s'est manifesté, c'est-à-dire depuis le mois de mars. Et le premier point, c'est ce qu'on s'est aperçu, c'est que les sites d'e-commerce qui vendent des produits qu'on considère comme essentiels ont eu une très forte augmentation de trafic et proportionnellement aussi pour leur vente. Une autre catégorie de sites web qui ont explosé, c'est tous les sites qui concernent la santé et la cosmétique. C'est-à-dire que les internautes font plus attention à leur santé, se renseignent plus pour savoir comment se comporter durant cette période où on peut être fragilisé. Une troisième catégorie de sites, ou un troisième type d'industrie qui a eu un grand changement, c'est tout ce qui concerne les voyages. On a constaté qu'il y a eu une très forte chute de trafic pour tous les requêtes et sujets au niveau des voyages. Après, la quatrième observation que nous avons faite, c'est tous les sites d'information, tous les sites qui ont des blogs ont été très pertinents. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les internautes, les socionautes, les momonautes avaient plus de temps pour lire et pour se renseigner, notamment sur des canaux digitaux. La cinquième observation concerne tout ce qui concerne les restaurants et le retail, c'est-à-dire les magasins de détail. Et là, ils ont le fameux problème que j'évoquais en début de présentation avec cette distanciation sociale. C'est-à-dire comment peut-on continuer à accueillir des hôtes dans mon magasin, dans mon restaurant, tout en garantissant une bonne expérience et en respectant au mieux ces nouvelles normes sanitaires. Un sixième point, c'est qu'on s'est rendu compte que l'internaute est volatile, c'est-à-dire que c'est très difficile de comprendre ses besoins et que ses besoins et ses comportements et ses habitudes peuvent changer très rapidement. Là, en fonction de quelques semaines, on a eu des très grandes variations de trafic et de comportement, aussi bien sur votre site web que sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Et le dernier point, le corollaire en fait de ces 6 points, c'est que ce qui marchait dans le passé, c'est-à-dire avant mars 2020, ne marche plus très bien actuellement. Et maintenant, ce qu'on voudrait vous montrer, c'est comment pouvoir se réinventer tout en gardant le meilleur du passé et en essayant de trouver les meilleures solutions pour le futur. Ce qu'on voudrait vous donner maintenant, c'est différents conseils, des trucs et des astuces pour adapter votre business à ces nouvelles circonstances. Alors, la première constatation, le premier conseil qu'on voudrait vous donner, c'est de passer un peu de temps à réétudier le comportement de vos internautes ainsi que de votre concurrence. Parce qu'il n'y a pas que vos internautes, que votre clientèle qui change de comportement, la concurrence aussi. Et elle essaie aussi de se réadapter. Comme Olivier le mentionnait, on constate aussi que le fossé entre les sociétés qui ont une certaine maturité digitale et les autres entreprises qui n'ont pas encore décidé de prendre le train du digital à pleine vitesse, il y a un écart qui se creuse de plus en plus. Donc, il y a un outil très simple qui s'appelle Google Analytics, c'est un outil gratuit, et vous voyez sur le droite de l'écran différents graphiques qui vous permettent de comprendre ce que les gens viennent voir sur votre site internet, d'où ils viennent, combien de temps ils passent, à quel moment ils viennent voir votre site, sur quel type d'écran, quelle langue ils parlent. Et il y a une multitude d'informations que vous pouvez obtenir grâce à Google Analytics. Et souvent, le souci, c'est qu'on est un peu noyé par ça. Alors, si vous voulez avoir plus de conseils sur comment utiliser Google Analytics, je vous invite à prendre contact avec la personne, le consultant WSI qui vous a invité aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il pourra répondre à toutes vos questions. Une autre façon d'étudier ce changement de comportement, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse concurrentielle. C'est de regarder comment vos concurrents directs ont modifié leur comportement digital. Quelles sont les modifications qu'ils ont fait sur leur site internet? Quelles sont les modifications qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils commencent à faire de la publicité? Est-ce que vous avez reçu des emails ou newsletters de vos concurrents? Et un dernier point qui est le plus pertinent à mon avis, c'est rester en contact avec vos clients, demandez-leur ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils recherchent sur Internet et qu'est-ce qu'ils s'attendent à voir sur Internet. Si vous arrivez à utiliser ces 3 différents points, Google Analytics, observer la concurrence et demander à vos clients ce qu'ils attendent sur Internet, je pense que vous avez de quoi
vous réinventer et trouver ce qu'on appelle des quick wins, des solutions rapides pour obtenir le maximum de leads, de prospects depuis Internet. La deuxième mesure, la deuxième astuce qu'on voudrait partager avec vous, c'est un acronyme qui s'appelle EAT en anglais pour EAT. Et en fait, chaque lettre de ce mot EAT, qui veut dire manger, correspond à un critère essentiel qu'il faut maîtriser, en particulier sur les moteurs de recherche, parce que c'est ce que les algorithmes des moteurs de recherche regardent. Donc le E, c'est pour expertise. Pour Google, il est très très important que les sites web soient des sites experts. Il faut que vous puissiez vous démarquer, que vous montriez, que vous donnez chaque fois une information pertinente, sensée. Et la meilleure façon pour être un expert, c'est de comprendre exactement ce que votre audience, c'est-à-dire que les internautes qui viennent sur votre site internet, recherchent. Quelles sont les questions types, quelles sont les 3 questions types qu'elles se posent, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs soucis. Et une fois que vous avez maîtrisé ça, après, il faut répondre à ces questions, à ces demandes et idéalement dépasser ces attentes. Alors, ce qu'on attend par dépasser ces attentes, c'est généralement donner un peu plus à ce que l'internaute s'attendait, sous forme d'e-book ou sous forme d'astuces, de calculateurs. Et plus vous faites ça, plus vous serez reconnu en tant qu'expert. La deuxième lettre de cet acronyme EAT, c'est pour autorité. Et autorité, aux yeux des moteurs de recherche comme Google, c'est pas seulement ce que vous dites en tant qu'expert, mais c'est tous les autres sites qui se réfèrent à vous, c'est-à-dire tous les liens d'autres sites qui se réfèrent à votre site. Ça montre que vous êtes une figure d'autorité d'un point de vue digital. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez important de faire, c'est essayer d'obtenir le maximum de liens d'autres sites. Troisième point, c'est T pour trust en anglais. Et en fait, c'est de la confiance. Votre site web doit inspirer de la confiance parce qu'il y a tellement de fake news, je ne sais pas si le terme charlatan est adapté, mais il y a beaucoup de mauvaises informations qu'on peut trouver sur Internet. Et pour être bien indexé par Google, il faut inspirer la confiance. Et un des moyens le plus facile d'inspirer de la confiance, c'est de travailler sur sa réputation. Et sa réputation, en fait, c'est tous les gens qui sont prêts à laisser des avis sur votre site ou qui disent moi j'ai parlé, j'ai été sur ça et j'étais très content de ce service. Ça, c'est la deuxième astuce. Travailler sur votre hit, donc sur votre expertise, sur votre autorité et sur les facteurs de confiance. Et si je peux me permettre, Olivier, j'aimerais donner encore un troisième petit conseil. Je t'en prie, Gabor, fais-toi plaisir. Merci, c'est de bien gérer sa présence sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sa présence sur Internet? En fait, il y a un modèle qui s'appelle Own, Earn and Pay Media, c'est de nouveau de l'anglais, je suis navré pour l'anglicisme, qui dit qu'il y a 3 types de propriétés sur Internet qu'il faut maîtriser. Donc, la première Own, c'est celle que vous maîtrisez, c'est votre site web, votre page Facebook ou les différentes pages sur les réseaux sociaux, ainsi que vos billets de blog et tout ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser complètement et que vous êtes dépendant de personne. Après, il y a une deuxième catégorie de médias que vous avez sur Internet, c'est tout ce qu'on appelle earn, c'est mériter. Et ça, c'est lorsque les gens partagent vos contenus sur les réseaux sociaux ou sur d'autres sites Internet, vous méritez leur partage. Ça sont aussi des mentions de votre marque sur d'autres canaux et des avis. Et la troisième catégorie de médias que vous pouvez trouver sur Internet, c'est tout ce qui est payant. Et ça, on le connaît, c'est la publicité payante que vous pouvez avoir sous forme d'annonces textuelles ou sous forme d'images, que ce soit sur les moteurs de recherche, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc, réfléchissez bien comment vous équilibrez ces 3 différentes catégories de médias pour votre marque et équilibrez tout ça. Voilà, j'ai donné mes 3 premiers conseils et je voulais savoir si toi, tu en avais aussi quelques-uns de ton côté, Olivier. Moi, je pense que si je regarde un peu au fond de mes poches, je vais en trouver un ou deux. Non, non, blague à part, j'ai envie de rebondir sur le sondage en préambule, parce que si j'ai bien compris, Gabor, il y a à peu près la moitié des personnes qui nous écoutent qui ont déjà mis en place quelques tactiques sur le référencement. Alors, si aujourd'hui, vous avez par exemple un site Internet qui est en 2e page ou en 3e page de Google, ou si vous avez sur des requêtes métiers, c'est-à-dire si, encore une fois, référencer son site, c'est faire en sorte que votre site web soit trouvé
par des prospects qui ne vous connaissent pas. Hein. Donc, un prospect, il va rechercher votre produit, votre service. Hein. Donc, il va taper, je dis n'importe quoi, conférencier, cherche un conférencier sur Internet. Il va taper, je cherche un conférencier. Et donc, référencer votre site, ça fait en sorte que, suite à cette requête, en référencement naturel, votre site apparaisse. Donc, si vous avez un site, par exemple, sur une requête métier qui est en bas de première page de Google et que vous souhaitez la faire remonter. Alors, je ne vais pas vous dire c'est simple. Enfin, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est déjà regarder vos concurrents. C'est-à-dire les requêtes qui sont devant vous, hein, vous cliquez et vous allez regarder quel type de contenu ces gens-là ont dû produire pour arriver devant vous. Une façon d'essayer de remonter, c'est d'aller les battre. C'est de faire en sorte d'avoir un contenu qui soit encore plus pertinent que ce que vos concurrents ont pu écrire. Donc, vous reprenez votre contenu, vous reprenez votre page web et vous venez renforcer votre contenu. Vous venez rajouter du contenu et faire en sorte que ce que vous avez à proposer pour le moteur de recherche soit encore de qualité supérieure, encore plus pertinent que ce que vos concurrents ont fait. Voilà. Et ce qui est top, c'est que tout ça, c'est visible puisque on est sur le web, tout est accessible. Donc, regardez ce que font vos concurrents par rapport à des requêtes métiers et faites en sorte que ce que vous avez à produire en termes de contenu soit plus efficace, plus percutant, plus convaincant. N'oubliez pas hein, la mission de Google. Hein. La mission de Google, c'est de proposer la meilleure expérience possible aux internautes que nous sommes. Donc ça c'est une première astuce. Deuxième astuce, je vous parlais de la recherche vocale. Il y a quelques temps, ça remonte déjà, j'étais en formation, je dispensais une formation sur les réseaux, sur LinkedIn, à un groupe de personnes. Et pendant la formation, il y a un dirigeant qui me pose une question, Olivier, comment on fait sur LinkedIn pour voir les invitations qu'on a envoyées? Il me pose une question, je lui réponds. 15 jours après, je refais une formation sur LinkedIn, toujours pareil, et on me pose la même question. Dans le mois qui a suivi, on m'a posé 5 fois la question, 5 fois la même question. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, je suis allé rédiger un contenu sur mon blog. D'accord, vous pouvez aller voir, hein, ça s'appelle wsimarseille.fr. Je suis allé rédiger un article, un contenu sur mon blog qui apporte la réponse à la question. Pourquoi? Je me suis dit, s'il y a 5 personnes qui m'ont posé la question dans le mois, c'est quelque part cette question, elle trotte dans la tête de plusieurs personnes. Donc du coup, je suis allé rédiger la réponse à la question. C'est aujourd'hui, sur mon blog, l'article qui me génère le plus de trafic, le plus de demandes. Voilà. Donc, un moyen, un très bon moyen finalement, si vous souhaitez pousser du contenu et d'essayer de remonter en première page de Google, c'est d'essayer de rentrer dans le cerveau de vos clients, de rentrer dans le cerveau de vos prospects, de se mettre à leur place pour comprendre ce qui se passe dans leur tête quand ils recherchent un produit ou un service que vous proposez. Tu peux enchaîner, Gabor. C'est ça, faire du référencement. C'est finalement se mettre à la place de votre marché, de votre prospect, d'anticiper les questions que votre marché se pose. Hein, parce qu'encore une fois, hein, quand on va sur Google, on sait qu'on a une question. Donc, vous anticipez les questions et vous allez rédiger du contenu qui vient répondre à ces questions. Donc, si vous avez déjà mis en place des choses sur vos sites Internet respectifs, reprenez déjà les contenus que vous avez faits, renforcez-les, vous rajoutez du contenu. Si vous n'avez rien fait, essayez ces techniques-là. Alors, ce qui est top, encore une fois, c'est qu'on est sur Internet et que tout existe, tout est à portée de main. Donc, je voulais partager avec vous quelques outils pour vous aider à trouver des questions que se posent les internautes. Donc, déjà, première tactique, vous l'avez compris, parlez avec vos clients, parlez avec vos prospects, voilà, ceux avec qui vous avez des affinités, et vous leur demandez tout simplement, OK, quand tu recherches un produit ou un service comme celui que je propose, spontanément, qu'est-ce que tu auras envie de taper sur Google? Première piste. Deuxième piste, Gabor, tu peux enchaîner sur le slide. Nous, on utilise en référencement un outil qu'on adore qui s'appelle Answer the Public. Answer the Public, c'est gratuit. Donc, vous ferez le test hein, à la fin du webinaire. Vous tapez Answer the Public. Vous tapez la thématique recherchée. Donc, la thématique, là, je vous ai fait un slide sur le SEO, mais la thématique, ça va être votre produit ou votre service. Et Answer the Public, il fait le taf pour vous. Dit autrement, il va derrière vous proposer des questions que se posent les internautes par rapport à votre thématique. Donc en gros, il vous mâche le boulot. Donc déjà là, vous pouvez récupérer des pistes de contenu, des pistes de questions que se pose de votre marché. Slide suivant, Gabor, s'il te plaît. Une fois qu'on a fait ce travail-là,
vous pouvez utiliser un deuxième outil qui est fourni par Google. Donc, il faut avoir accès à un compte Google Ads. Et Google vous donne ce qu'on appelle la volumétrie. C'est quoi la volumétrie? C'est de dire, est-ce que finalement la question que se pose l'internaute, est-ce que mon activité, mon métier, mon service, mon produit, est-ce qu'il est recherché en ligne? Et si oui, dans quelle volumétrie? C'est sûr que s'il n'y a personne qui recherche ce que vous faites, ça ne sert à rien de vous casser la tête. En revanche, s'il y a un marché, s'il y a des gens qui recherchent ce que vous faites, là pour le coup, vous avez la volumétrie et ça vous permet finalement de voir où est-ce que vous allez pouvoir concentrer vos efforts. Et c'est d'autant plus important dans la période que nous vivons, parce que bien évidemment, on l'a vu, Gabor nous l'a très bien expliqué, il y a des changements de comportement, il y a des changements d'attitude. En ce moment, là, chez tous nos clients, toutes les cartes sont redistribuées. C'est-à-dire que les volumes de recherche ou les types de recherche qu'il y avait avant Covid sont complètement différents de ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, cet outil-là qui est fourni par Google Ads, qui est gratuit, vous permet d'aller adapter la volumétrie et de pouvoir mettre en place une stratégie de référencement qui est beaucoup plus fine. Dernier slide, Gabor, sur un dernier outil qu'on utilise beaucoup, parce que finalement, tout ça, c'est mettre en place ces stratégies de contenu, aller chercher des questions que se posent vos prospects. Ça n'a qu'un seul objectif, c'est de démultiplier des portes d'entrée vers votre site Internet. Là, je vous montre l'exemple d'un travail qu'on a fait chez un client, à peu près c'est sur une échelle de temps de 1 an. Et donc, on voit bien la progression chez le client. Alors, on voit le pic avant Covid. On voit pendant le Covid, entre guillemets, une courbe qui se tasse, le temps qu'on ait pu faire les réajustements. Et puis derrière, là, on est en train d'amorcer la reprise. Ce slide, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre d'expressions de recherche du site Internet concerné en première page de Google. Ce qui est important, c'est que de bien comprendre, c'est que vous avez un site web. S'il n'y a personne qui vient dessus, ça ne sert à rien. Et pour qu'il y ait des gens qui viennent dessus, vous devez pouvoir être trouvé sur le moteur de recherche. Et donc là, ce graphique, il illustre finalement les portes d'entrée qu'on a démultipliées, qui génèrent du trafic vers votre site Internet. C'est un graphique de ton site Internet, Olivier? Non, pas de mon site, d'un client qui travaille dans le B2B, voilà, et pour lequel on a mis en place une stratégie de référencement depuis maintenant 1 an, et on voit bien la progression, et notamment la progression depuis la fin de l'année dernière. Si tu vas aller au slide suivant, pour une raison toute simple, c'est qu'effectivement, d'abord, il faut bien comprendre que le référencement, d'abord, c'est pas une baguette magique, c'est un travail au long cours, c'est un travail qui prend du temps, et les résultats, il faut en général 6 à 12 mois avant d'avoir les premiers résultats. Ça, c'est la première chose. En revanche, après, quand on est en première page de Google, là, ça devient intéressant et les positions acquises sont dures à déloger. Et puis, dans le slide précédent, on commençait à amorcer une croissance parce que le site du client, on l'a refait en fin d'année dernière. Et on l'a refait pourquoi? Pour que l'internaute il ait une meilleure expérience sur mobile. Voilà, le téléphone portable, c'est devenu un usage courant. Les recherches sur Internet depuis un téléphone portable explosent. Et donc, depuis maintenant 1 an, Google, quand il doit référencer un site Internet, il regarde d'abord l'expérience sur téléphone portable. Donc, si votre site Internet il n'est pas adapté à la navigation sur mobile, ben là, vous partez déjà avec un handicap par rapport au référencement de votre site. Donc, je vous invite à la fin du webinaire de prendre votre téléphone portable, vous allez sur votre site Internet et vous posez-vous la question suivante. Est-ce que l'expérience que j'offre à l'internaute depuis un téléphone portable, est-ce qu'elle est satisfaisante ou pas? Satisfaisante en termes de chargement, de vitesse de chargement des pages, satisfaisante en termes de navigation. Parce que l'erreur qu'on on voit, Gabor, beaucoup chez nos clients, c'est que les sites web, ils sont faits depuis un ordinateur de bureau, avec des beaux visuels, des écrans qui sont très larges, mais ça colle pas à la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est quoi? C'est que je suis devant Netflix, j'ai mon téléphone portable et je fais une recherche sur Internet. Voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui. Et donc, du coup, les sites doivent être pensés pour l'expérience mobile. C'est stratégique. Et donc, Google, dans ses stratégies de référencement, maintenant, le téléphone portable passe devant l'ordinateur. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Et donc, dans le slide précédent, la courbe, ça a été flagrant dans la progression chez ce client-là. Quand on a refait leur site Internet, on a fait en sorte que les pages se chargent plus vite et que l'expérience mobile soit la plus satisfaisante possible. Allez, j'accélère, Gabor, parce que là, on est le temps avant, je pourrais en parler des heures du téléphone portable. Slide suivant, et je finirai par ce dernier point-là.
pour prendre un peu de recul. Et finalement, on parlait d'expérience mobile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le SEO, ça s'inscrit dans une démarche globale, dans une stratégie globale. Et essayez de voir avec vos clients, essayez finalement de retranscrire tout le parcours d'achat de votre client. Depuis, en fait, c'est comme faire du référencement, c'est coller à sa stratégie de vente, d'accord? Dès lors qu'il n'y a pas de problématique, hein, comme disent les Américains, no pain, no gain. Hein. Donc, s'il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de vente. Et donc, la démarche d'une problématique chez un internaute, c'est d'abord poser une question sur le moteur de recherche. Donc, posez-vous la question de l'expérience prospect. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre prospect, de la découverte de la marque à l'intention d'achat? Et donc, il faut construire une stratégie de référencement. C'est, depuis son site Internet, pouvoir produire du contenu qui soit à la fois éducatif, qui traite des problématiques de votre marché, des problématiques de vos prospects, jusqu'à leur intention d'achat. C'est pour ça que le multicanal, il est effectivement très intéressant. Et le SEO, il permet d'adresser votre marché, d'adresser votre prospect depuis leur prise de conscience, hein, leurs problématiques, jusqu'à produire des contenus, des intentions d'achat. Hein, produire du contenu, se positionner sur des requêtes à intention d'achat, on va dresser le bas du tunnel. Produire des contenus sur un blog plutôt éducatif, on va pouvoir comme ça récupérer un prospect en amont du parcours d'achat. Donc d'une manière générale, c'est comme dans la vraie vie, c'est se rendre utile, s'intéresser vraiment à ses clients, s'intéresser vraiment à son marché et produire du contenu qui va leur rendre service. Donc je vous interroge vivement à vous interroger sur finalement quelle expérience prospect vous proposez à votre marché, de la découverte de votre marque jusqu'à l'achat. Voilà ce que je voulais partager avec vous et vous dire. Gabor, je te laisse conclure sur ce webinaire et puis si vous avez des questions, on essaiera modestement de pouvoir y répondre. D'accord. Merci beaucoup pour ces 4 dernières astuces. Pour résumer, j'ai mentionné trois trucs. Le premier, c'était surveiller ses internautes, ses clients, comment ils se comportent en ligne, ainsi que sa concurrence. Le deuxième point, c'était pour être le plus séduisant possible aux yeux des moteurs de recherche, c'était de maîtriser son fameux HEAT, c'est-à-dire son expertise, son autorité et quelle confiance on arrive à générer. Le troisième point, c'était de gérer proactivement votre présence sur Internet au travers de 3 catégories de médias, donc qui étaient own, paid and earned, c'est-à-dire ce que vous pouvez maîtriser, ce que vous méritez grâce aux autres et ce que vous pouvez payer. Ensuite, Olivier a parlé qu'il fallait revoir toute cette stratégie éditoriale, qu'est-ce qu'on écrit, quelle information on pousse sur Internet, ainsi que ses campagnes. Contrôler les mots-clés en fonction de votre métier. Le point numéro 6, c'était fait que vous ayez une présence mobile excellente. Ne décevez surtout pas vos internautes car il est très probable qu'ils commencent à vous connaître par un tout petit écran de celui de votre smartphone. Et le dernier point, c'était, comme Olivier le mentionnait, c'était d'avoir une expérience prospect irréprochable. Tout faire. Alors pour voir comment ça a évolué un peu les informations qu'on vous a données, on voudrait refaire le sondage qu'on a fait en début. Et Gilles, est-ce que tu pourrais le lancer pour voir s'il y a des gens qui mettraient un peu plus sur le SEO? Oui, je pense que c'est important. Merci d'abord à tous les deux là, Gabor et Olivier pour ces éclairages, ces précisions, ces exemples, c'était très enrichissant. Effectivement, le SEO est toujours plus important. Ça reste l'un des canaux les plus efficaces en termes de retour sur investissement. Je pense que vous l'avez bien démontré. Alors, on va voir si votre webinaire a aidé les participants à prendre conscience et est-ce que ça a un impact sur leur décision de mettre en œuvre ou pas prochainement des stratégies de marketing de référencement naturel. On va le savoir dans quelques instants, mais je peux déjà vous dire, il y a 68% de gens qui ont voté. Il nous reste 5 secondes. Alors, j'ai sans doute une bonne nouvelle. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On arrête, ça fait 1 minute. Et je partage les résultats. Tadam! Waouh! Wow. On était à 50% de oui, Ouais. on a passé à 82. Et donc là, il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience, grâce à vous, je crois, de l'importance du référencement naturel. Et ça, c'est magique pour le coup.
parce que grâce à vous, je pense que tous les participants ont bien pris conscience de l'importance du SEO, de référencement naturel, et vont sans doute chercher à améliorer leur position pour pouvoir générer plus de business, notamment en sortie de Covid, c'est essentiel. Vous l'avez bien expliqué. Très bien, donc on va revenir sur les slides. Alors, pour conclure, avant tout, merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. On est content de voir qu'on a réussi à vous convaincre. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que le comportement des internautes s'adapte vers une économie sans contact et avec une distanciation sociale. Par conséquent, les entreprises elles doivent surveiller ces nouveaux modèles, ces nouveaux comportements de consommation et les anticiper dans la mesure du possible. Ceux qui veulent ne pas tomber dans le fossé digital, ils doivent essayer d'identifier au plus rapide les opportunités ainsi que les soucis à éviter d'un point de vue digital. Et il semblerait que le SEO soit un investissement rentable, notamment durant cette période de crise économique. Merci. Est-ce que tu veux introduire ce livre, Gilles? Avec plaisir. C'est un peu notre bébé à tous, là, la communauté WC internationale, mais aussi francophone, puisqu'en fait, ce livre qui est en à la 3e édition est actualisé à peu près tous les 2 ans. Ça nous a pris pas mal de temps, bien sûr, de concentrer tout le savoir, qui était dispersé dans les têtes de tous les consultants du monde entier. Et donc WC a réussi à faire un tour de force et de concentrer tout savoir dans un bouquin qui contient 12 chapitres. Et Gabor, tu te rappelais tout à l'heure que tu as été contributeur d'un des chapitres essentiels qui était justement le chapitre sur le référencement naturel. Donc merci d'avoir bien voulu nous partager un petit peu de ton savoir, déjà dans le livre et aujourd'hui dans ce webinaire. Ça, c'est top. Donc ce livre, il a été traduit en français par l'ensemble du réseau et il sera disponible très prochainement en version française pour ceux qui veulent en savoir plus et découvrir les 12 clés que tout patron d'entreprise devrait s'intéresser pour optimiser sa stratégie marketing digitale. Donc ça, c'est pour la version française, Digital Minds. Donc vous avez un lien, vous aurez le lien sur le PowerPoint qui vous sera diffusé par votre consultant du site que vous invitez. Après ces questions-réponses, on peut... Question-réponse. Alors, pas mal de questions pendant ce webinaire. C'était beaucoup de participants là encore. Merci à vous pour votre présence déjà. Alors, j'ai une question de Denis qui dit « Qu'appelez-vous Internet Display ?» Qu'appelez-vous Internet Display? C'est Gabor qui a appelé ça. Le display, c'est de la publicité sur Google avec de l'affichage. Donc, c'est quand on vient afficher des bannières, des publicités visuelles. En général, vous allez sur un site Internet et puis quand vous rebaladez sur un autre site Internet, vous voyez passer comme par hasard une bannière, une publicité du site concerné, ce qu'on appelle le display. Il y a Dimitri qui nous fait une remarque. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Il dit attention, le SEO n'est pas gratuit. Il faut fournir un vrai travail et souvent conséquent pour arriver à se positionner. Peut-être que vous pouvez compléter, donner un éclairage. Très, très juste, hein, dans la vie, il n'y a jamais rien qui est gratuit. Hein. Il y a que l'amour pour vos enfants qui est gratuit. Le reste, il faut payer. Bien évidemment que ça demande des ressources et du travail. La notion de gratuité, on l'a mentionné par rapport aux clics sur les liens qui apparaissent dans le moteur de recherche. On est bien d'accord. Mais en amont de ça demande effectivement de s'investir une réelle stratégie de produire du contenu. Et donc, effectivement, c'est des ressources, du temps. Vous pouvez le sous-traiter à des agences comme WSI également. Donc après, c'est de bien voir ensemble en quoi c'est stratégique pour votre business. Je pense qu'on l'a vu aujourd'hui et de mettre en place les ressources nécessaires. Je pense qu'il y a aussi pas mal de connaissances techniques à maîtriser, hein, aussi bien du point de vue du site internet que différentes parties de code qu'on doit mettre, comme des snippets ou du schema. Et après, c'est l'interprétation des résultats grâce à Google Analytics, savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire un taux de rebond, comment j'optimise. Mais oui, quand on dit gratuit, en fait, c'est qu'on n'est pas obligé de payer pour bien se positionner, mais il faut un certain savoir et beaucoup de temps. Ok. Merci. Alors justement, ça fait transition, ta réponse fait une transition à la question de Eva qui dit « Bonjour, quelle formation est reconnue ou recommandée pour devenir expert en SEO ?» Donc, vous avez été tellement bon que vous êtes convaincu de devenir experte en SEO, Eva. Est-ce que vous avez des formations Vous nous appelez, Gabor ou moi,
puis voilà. Ouais, c'est Gilles, je ne sais pas où vous êtes, ou vous, en même temps, enfin, vous êtes, peu importe où vous êtes sur cette planète, hein, si vous avez une connexion Internet, on serait ravis. Mais avant de penser à une formation, il faut d'abord peut-être déjà voir, de regarder un peu votre business, ce que vous faites, est-ce que c'est recherché en ligne. Mais on serait ravis de vous accompagner, hein. Là, vous avez l'embarras du choix. Et si vous n'arrivez pas, sachez qu'il y a pas mal de cours sur YouTube ou différents outils qui prévoient un peu de connaissances basiques qui permettent de mettre le pied à l'étrier. Mais après, pour arriver à des résultats où on voit ce que Olivier a fait avec son client, qu'il a réussi à passer en moins de 12 mois à plus de 9 fois en termes de requêtes, c'est assez impressionnant. Bravo, Olivier. Ok, Prochaine super. J'ai Stéphane qui me dit, Stéphane qui me demande, est-il possible d'être référencé sur la première page de Google en une journée? Oui, une journée? Alors, on a eu nous aussi, on se forme, hein, Gilles. C'est pour rester à Ouais. la pointe dans notre métier. Et nous, on se forme 4 heures par mois, hein. Ça, c'est la magie de WSI, puisqu'on a accès aux top experts dans le monde entier. Et oui, c'est possible. On l'a expérimenté. Si vous écrivez un contenu qui est de qualité, qui est meilleur que le contenu de la concurrence, etc., le contenu qu'on s'est concerné, vous l'indexez sur la Search Console dans la foulée de la production du contenu. C'est-à-dire qu'il est indexé tout de suite par Google. Et si votre contenu il est vraiment pertinent, s'il est bon, il peut arriver tout de suite en première page. Et on l'a vécu en février, je me souviens, à Paris. Donc Ouais, oui, la réponse, c'est oui. Ça arrive pas voilà. souvent, pas. Maintenant, sur le Non, non, mot-clé mais pizza, par exemple, ce sera difficile. c'est clair. Il y a des mots-clés génériques, peut-être sur des mots-clés. Alors, justement, ça fait la transition vers une autre question qui me dit, on entend souvent parler de mots-clés longue traîne. Qu'est-ce que c'est? Alors, des mots-clés à longue traîne, c'est des mots-clés qui sont composés de plus de 3 mots. C'est-à-dire, si je prends un exemple, je dis chaussures Nike, ça c'est un mot-clé à courte traîne parce qu'il y a 2 mots seulement, chaussures et Nike. Et après, si on fait chaussures Nike bon marché à Genève, ça devient une longue traîne parce qu'il y a plusieurs mots. Est-ce que c'était bien expliqué, Gilles? Oui, Oui, et puis et dans en, une et stratégie, en non, quoi c'est c'est très bien important? expliqué. Pourquoi c'est important, les mots-clés longue traîne? Olivier? Dans une stratégie référencement, on essaye d'aller viser effectivement des mots-clés populaires avec de la volumétrie, mais aussi des mots-clés à longue traîne pour essayer de pouvoir se positionner plus rapidement. Plus on a des mots-clés, ce qu'on appelle à longue traîne, donc des requêtes qui sont ciblées, moins, entre guillemets, il y a de concurrence et plus c'est facile pour vous de se positionner. Donc une bonne stratégie de référencement, c'est de faire un mix finalement entre des mots-clés à forte volumétrie, dont on sait que ça va être difficile, mais ça va se faire plutôt dans la durée, et puis des mots-clés, des requêtes très, très ciblées. Il y aura moins de recherche, il y aura moins de volumétrie potentielle. En revanche, ce sera plus facile pour vous de vous positionner. Et puis, vous savez que sur ces mots-clés à longue traîne, la personne qui aura pris le temps de taper toute cette requête-là, c'est qu'elle a une intention d'achat qui est forte, ou en tout cas une intention forte, et du coup, très, très intéressant pour votre entreprise. Ok, super. Alors, j'ai encore des questions, hein. Vous avez encore un petit peu de temps là? On a encore 5 minutes, Gilles. 5 Allez minutes? donc, Moi aussi, j'ai l'apéro à 18 h, Gilles, hein, donc il va falloir envoyer. Oui, mais fantastique. c'est un apéro au Zoom, non? Non, non, Tu c'est peux. fini ça. Ça, les apéros virtuels, terminés. C'est bon, là, j'ai donné. Ok, alors, une question de Marion. Marion qui nous dit combien. Alors, ok, on a compris que c'était du travail, etc. Combien peut coûter une prestation de SEO? C'est quoi les budgets, traditionnels d'agence SEO? Je vois que Gabor, il rigole, là, on parle pognon, ça y est, ça le fait sourire. Et on parle Bah, pognon, ça y est, il y a le sourire de Gabor qui illumine le webinaire. Vas-y. vas-y, Gabor. Ah, les Suisses, dès qu'on Ben, parle pognon, là, ils se grattent la tête. T'as vu, c'est gratte la Euh, tête. clic, clic, pour clic, les clic, clic. coffres-forts, il se dit Non, venez en Suisse. alors, la meilleure moyen d'avoir une réponse pertinente à cette question, ben, c'est de vous adresser à la personne, au consultant WSI qui vous a invité, il pourra vous dire. Mais moi, je suis suisse, je me positionne en premium et souvent, mes meilleurs clients, c'est des clients qui ont pris des solutions bon marché, qui se sont bien brûlés les doigts, qui n'ont pas eu de résultats et après, ils viennent me voir. Donc ça, c'est mes clients préférés, c'est ceux qui se brûlent et après, ben, ils comprennent pourquoi ils font. Et je pense qu'une des grandes forces de WSI, c'est que nous, on a une approche un peu héroïste, c'est-à-dire qu'on regarde en tant qu'entrepreneur et on dit, ça vous coûte tant, mais parce qu'on pense générer tant de chiffre d'affaires par la suite. Donc, si vous voulez du quick and dirty, en tout cas, mon agence, ce ne sera pas la bonne agence. Et
Et si vous voulez quelque chose de rentable et vous pouvez investir dans la durée, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Mais pour donner un ordre de grandeur, bah, ça, je ne peux pas vous donner parce que ça dépend beaucoup d'où vous situez et le nombre de mots-clés, le nombre de pages que vous voulez positionner, quoi. Puis de la concurrence aussi peut-être. Et de la Bien sûr, concurrence. la concurrence. Alors justement, il y a Marion qui insiste et elle nous dit, OK, mais on a des agences qui nous garantissent un bon référencement naturel. Écrivez votre liste au Père Noël et envoyez-la. Vous Ouais. aurez plus de chance. Comment ils peuvent garantir le positionnement référencement naturel? En J'aimerais bien 2018, il y a savoir. eu, c'est pas compliqué, en 2018, il y a eu 3433 changements dans l'algorithme de Google. C'est-à-dire qu'ils ont changé 3433 fois les règles, Google. Comment voulez-vous garantir quoi que ce soit? La meilleure garantie, c'est de travailler. C'est comme dans la vie, hein, les résultats, ils s'obtiennent avec du travail, de la méthode et de la persévérance. Voilà. Donc, si vous travaillez dans les règles de l'art, effectivement, comme on l'a montré pendant le webinaire, ben, vous avez des progressions tangibles. Mais les gens qui vous promettent la lune sur Internet, c'est pas trop notre tasse de thé. Ok, j'ai Stéphanie qui a encore une question, puisqu'il nous reste 2 minutes avant l'apéro, si j'ai bien compris. Stéphanie qui nous dit comment je peux vérifier si l'agence fait du bon travail en référencement naturel? Comment je peux suivre la Alors, performance? ben, l'outil là que je vous ai proposé, c'est Yoda, hein. Vous allez sur Yoda et puis en fait, vous avez des outils en ligne qui sont gratuits et payants. En général, maintenant, tous les outils, ils ouvrent quelques fonctionnalités gratuites et ça vous permet de pouvoir suivre l'évolution de vos positions. Vous avez également la Search Console qui permet, donc, qui est un outil gratuit fourni par Google. Et donc, vous demandez à votre agence l'accès à la Search Console et vous allez pouvoir suivre également l'évolution de votre référencement. Vous avez, comme a dit Gabor, Google Analytics. Dans Google Analytics, c'est gratuit. Vous allez dans le menu acquisition, canaux d'acquisition, et vous voyez le trafic généré par canal. Donc l'organique, hein, c'est le canal SEO. Bref, il y a plein d'outils à votre disposition. Et puis si jamais vous vous bloquez, ben, vous revenez vers nous, on vous aidera. Bon, pour résumer, il y a deux bons outils gratuits de Google. Il y a la Google Analytics qui vous permettra de définir combien de trafic vient de manière organique. Et après, si vous voulez savoir quels sont les mots-clés, quelles ont été les requêtes qui ont généré ça, vous allez sur le deuxième outil de Google qui s'appelle Google Search Console, qui va aussi vous donner quelles sont les requêtes qui ont amené ces trafics. Et pour savoir si vous avez bien travaillé, ben, il faut faire une comparaison à 3 mois, 6 mois, 12 mois, et vous voyez s'il y a une progression ou pas. Hmm. Alors, je sais que je suis désolé les garçons, parce que je sais qu'on est en train de prendre sur votre temps d'apéro là, mais j'ai encore peut-être 2 questions, d'accord? 2 questions, et il y en a encore qui arrivent, hein. Mais une question d'Eva, vous savez, celle qui veut devenir experte en SEO. Elle a une autre question qui me semble vraiment intéressante sur est-ce qu'il y a des CMS? Donc là, déjà, on voit on a affaire à une experte, hein. Est-ce qu'il y a des CMS qui sont recommandés pour faire du SEO? Ben, pas WordPress en tout cas. Non, je rigole. Des CMS recommandés. Enfin, nous, on est outils agnostiques, hein, ce qui est certain. Alors, après, Gabor, tu compléteras, mais les Peut-être CMS du préciser à peu près marché, ce que c'est qu'un CMS pour tous ceux qui ne le oui, savent oui, pas. oui. Bah, un WordPress, c'est un CMS. Un CMS, c'est un logiciel qui nous permet de publier du contenu. Donc, c'est un logiciel libre qui embarque avec lui tout un tas de fonctionnalités et qui permet à tout un chacun de pouvoir créer son site Internet. Donc, vous avez accès à une interface, des menus, etc. Bref. Donc, c'est un outil existant à partir duquel vous allez faire votre site Internet. La seule limite de ces CMS, c'est qu'ils embarquent beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de code, et c'est pas forcément adapté à la navigation sur mobile. Du coup, on peut très vite se retrouver limité, en tout cas sur mobile, notamment dans la vitesse de chargement des pages. Ouais. Et au niveau des vitesses de chargement de page, il faut faire attention à la taille des fichiers, fichiers images ou de la vidéo. Ça consomme pas mal. Et après, la qualité du code aussi. Il faut regarder par rapport à ces CMS, quelles sont les qualités de code. Mais je pense que c'est pas le débat d'aujourd'hui de rentrer dans les questions techniques. Mais j'invite Eva à contacter son consultant WSI. Je suis sûr qu'il serait ravi de débattre de ça. Alors, je vous avais dit, j'avais 2 questions, et donc je vais vous le dire la dernière. Apéro. Ah, mais les Suisses, ils s'y mettent aussi? Non, mais faut arrêter. Non, Mais non, non, les c'est nul. Marseillais, ça on sait, mais c'est
Il y a Eva qui vous remercie, hein, et trois points d'exclamation. Hein, donc, voilà. Plaisir. Donc Marion qui revient à la charge. Marion qui nous dit, alors, d'abord, est-ce qu'une métadescription, est-ce que c'est toujours utile? Donc ça, c'est une question déjà un peu pointue. Et est-ce que je dois faire appel est-ce que je dois embaucher quelqu'un en interne ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse appel à un prestataire externe? Donc deux questions en une. Okay. Alors la métadescription, c'est extrêmement utile. C'est pas ça qui elle est extrêmement utile. En fait, c'est la description que l'internaute voit sur le moteur de recherche dans votre résultat. Et c'est ça qui fera qu'il ne clique ou qu'il ne clique pas sur le résultat, en fonction de comment vous l'écrivez. Donc, ça va avoir un impact, ce qu'on appelle le CTR, le click-to rate. C'est très important. Et après, si la question c'est est-ce que je fais en interne ou en externe mon SEO, ça dépend du temps que vous avez à consacrer. Comme Olivier l'a mentionné, c'est un métier, et c'est un métier en constante évolution. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi les 3842 changements d'algorithme l'année dernière. Non, mais Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais que l'apéro, toi. Tu penses qu'à ouais, ça. ouais. Ah là là, Non, mais pour compléter la réponse de Gabor, si vous voulez travailler de manière efficace en référencement, ça fait appel à deux compétences qui sont très dures à réunir au sein d'une seule et même personne. Il faut à la fois avoir une vision stratégique et métier et avoir une vision technique. Et par vision technique, j'entends également être capable de rédiger pour le web, rédiger du contenu. Donc ça en fait des compétences pour une seule et même personne. Vision stratégique, de la technique, savoir rédiger du contenu pour le web. Ça, c'est tout l'intérêt de passer par des agences. Et quand je dis ça, je ne fais pas la promotion de WSI, c'est pas le sujet, mais c'est du bon sens, parce que c'est ce qu'on observe sur le marché. Donc, internaliser du SEO, ça veut dire mécaniquement faire appel à plusieurs types de compétences et donc à plusieurs types de personnes. Pas évident. Ouais, moi, dans mes équipes SEO, j'ai en tout cas 6 ou 7 métiers différents, le copywriter, le webmaster. bah, écoutez, désolé, on vous a grignoté quelques minutes sur votre apéro time. Je Mais je t'enverrai la crois que note, Gilles, c'est pas grave. Je nous rappelle juste que la semaine prochaine, il y a un autre webinaire. vous êtes brillant. Vous êtes brillant, nous dit Marion. Merci. Très En plus, gentil, Marion. elle nous dit qu'on est beau. Alors franchement, là, je crois qu'on a fait une touche. Hein. C'est ta coupe de cheveux, Gilles, je pense. Ça doit être ça. Spécial confinement. Il y a Denis qui nous dit merci, très beaucoup, très intéressant. Merci, il y a plein de remerciements. Merci effectivement à tous les deux. Franchement, vous avez fait un super job, les gars. J'espère être à la hauteur la semaine prochaine pour vous parler de web analytics et en plus avec de l'humour, nous dit Denis. Bon, ben voilà, donc c'est bien. Bon, donc on a mission accomplie, on a réussi à faire rire en plus les gens sur un sujet qui était pas spécialement fun, dans une période qui est pas spécialement drôle. Eh ben écoutez, je crois qu'on a vraiment bien accompli la mission. Merci encore à tous les deux. Au plaisir de vous retrouver tous. Merci à tous pour avoir participé à ce webinaire. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler de web analytics et en attendant, bah, écoutez, bon SEO et bon apéro. Ça marche. Ça, Salut. au plaisir. Au Merci. revoir.